Donc Julien Damon, qui est professeur à Sciences Po Paris, expert s'il en est de la protection sociale et qui a le rôle éminent d'intervenant à l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Monsieur Damon, nous vous laissons la place. Oui, et puis je dirige des mémoires d'étudiants de l'EN3S dont vous êtes tous les deux et vous devez les terminer rapidement. Tout à fait. Et en qualité. Alors, je propose que les 4 intervenants de notre table ronde nous rejoignent directement. On nettoie un petit peu les micros pour des raisons sanitaires qui sont celles qui nous contraignent aujourd'hui. Je vais appeler nos 4 intervenants pour cette table ronde titrée « Les enjeux de la protection sociale du XXIe siècle ». Nous avons l'occasion, lorsque nous célébrons un anniversaire de la sécurité sociale, ça arrive tous les 10 ans, et là on fait un pas quinquennal, ce type de célébration. Ce n'est pas seulement pour dire que tout est formidable, c'est également pour évoquer les difficultés, et c'est également pour évoquer les pistes d'avenir. Donc notre sujet avec nos 4 intervenants, c'est les enjeux de la protection sociale du XXIe siècle. Je les invite à nous rejoindre sur le plateau. Nous aurons la présence de Marianne Monchamp, qui est ancienne ministre et qui est présidente du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Nous avons Bruno Palier, peut-être futur ministre, qui lui est directeur de recherche au CNRS. Nous avons Martin Hirsch, ancien ministre, ou presque, vous savez, au commissaire, qui est aujourd'hui le directeur général de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris. Et nous avons Claire Hédon, peut-être aussi future ministre, ancienne présidente de ATD Quart Monde, et qui est aujourd'hui, depuis peu, défenseur des droits. Voilà, le temps que tout le monde arrive avec des micros qui sont de qualité, des masques que je nous invite à conserver. Je ne saurais dire ce qu'est la problématique exacte de la protection sociale du XXIe siècle, sinon de dire ou de rappeler que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est lui prononcé en faveur d'une protection sociale du XXIe siècle, dont donc nous pourrons discuter des enjeux et des contours. Ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous puisse avoir une dizaine de minutes, mais aussi que je puisse vous interrompre parce que j'ai la possibilité, grâce à mon téléphone magique, de prendre les questions qui sont celles du nombreux public, puisqu'il y a presque 1 millier de personnes qui nous regardent, et nous recevons de nombreuses remarques, surtout de remerciements d'ailleurs pour le moment, peut-être y aura-t-il des critiques, et pas mal de questions. Donc j'essaierai d'en prendre quelques-unes pour tenter de faire un peu d'interactivité dans le cadre d'une manifestation compliqué. Alors, je me tournerai donc d'abord vers vous, Madame Monchamp. Pour chacun d'entre vous, j'ai trouvé une petite bibliographie aussi sur ce que vous avez pu rédiger et produire. Alors, vous avez tous beaucoup écrit, mais je prendrai vos derniers travaux. Vous, Madame Monchamp, vous venez de publier un « Tout citoyen est une personne » sous-titré « Les nouveaux défis de la protection sociale ». Mais je crois qu'on souhaiterait beaucoup vous entendre sur cette question du 5e risque et de l'autonomie. Merci beaucoup et merci du lancement et merci pour la page publicitaire. Évidemment, je suis très heureuse, très honorée de vous retrouver pour cet événement emblématique. Je crois que dans les défis de la protection sociale contemporaine, il y a ce défi absolument majeur que vous avez évoqué d'ailleurs dans les séquences précédentes, qui est celui de raccrocher la personne à la nation au fond. Et de le faire par ce grand dessein qu'offre la sécurité sociale, comme on dit, et évidemment une sécurité sociale capable d'embrasser, d'appréhender, d'identifier, avec beaucoup de résilience, beaucoup d'ouverture d'esprit, ce que nos concitoyens, qui sont en effet des personnes, avec des sensibilités, des besoins, des aspirations, des compréhensions du monde qui les entoure, éminemment singuliers, et qui ont besoin de trouver, non plus tellement des moyens de solvabiliser, comme on dit, leurs besoins, même si ça reste une constante des enjeux de la protection sociale, mais de trouver des réponses à la singularité de leur situation. Ce sont en effet des personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui avancent en âge et qui peuvent, dans certaines circonstances, et la crise nous l'a montré, avoir le sentiment qu'elles subissaient au fond des formes de relégation.
qu'on pouvait penser à elles globalement comme étant des cibles pour nos politiques publiques, mais que l'on avait bien du mal à franchir ce dernier kilomètre. Parce que si l'on veut être capable de produire, d'apporter des réponses contemporaines aux aspirations de ces personnes tellement singulières, il faut être capable d'aller les rencontrer là où elles habitent, là où elles vivent, dans des territoires qui portent eux-mêmes, par leur déterminisme, par leur histoire, au fond, des sources d'inégalités redoutables et pour lesquelles on ne peut pas imaginer lutter contre ces inégalités simplement en trouvant les bons dispositifs généralistes, même si les bons dispositifs généralistes continuent d'avoir évidemment toute leur vocation. Et donc c'est à cette charnière-là, à ce basculement, sans lequel, je pense, on peut se trouver confronté à une perte de sens, à une perte de compréhension. Et non seulement il faut être capable de retrouver le chemin de la personne par des réponses spécifiques, adaptées, appropriées, contingentes, mais en plus, il faut penser l'usage. C'est-à-dire qu'il faut être capable de penser la manière dont la personne va pouvoir entrer dans le système, dont elle va pouvoir, sans délit d'initié, sans être, comment dirais-je, contrainte de trouver dans son carnet d'adresses des moyens de bypasser la complexité du système, d'y avoir simplement accès, de manière intuitive, naturelle, au-delà je dirais, de la complexité des systèmes d'information, au-delà des temps d'attente, au-delà des filtres qui vont s'imposer à elle, parce qu'on serait bien étonné, je crois, si on interrogeait nos concitoyens comme ça, en leur demandant « dessine-moi un peu la Sécu, dessine-moi le point d'entrée pour moi qui suis âgée, en situation de perte d'autonomie, explique-moi comment on fait pour entrer et trouver des réponses », je pense qu'on serait assez étonné du dessin physique qu'elle serait capable de nous proposer sur les méandres, effectivement, de notre système de protection sociale. Ça, c'est un des défis, et c'est pour ça que la 5e branche me semble être, en effet, l'un des moyens, dès lors qu'elle est configurée pour cela, dans cet esprit, avec cet enjeu de l'autonomie de tous, effectivement, d'apporter cette évolution très résiliente dans une réponse en protection sociale. Mais peut-être ai-je été un peu longue. Pas du tout, vous avez même été courte et c'est très bien. On pourra compléter par des échanges avec le monde entier qui peut nous écouter par l'intermédiaire des beaux ordinateurs. Je me propose maintenant de me tourner vers Bruno Palier, qui lui aussi publie beaucoup, 2 ouvrages. C'est l'occasion de faire de la publicité pour les ouvrages sur la sécurité sociale. D'abord, plusieurs fois réédité sa thèse, Gouverner la sécurité sociale, on est en plein dans le sujet, et en plein dans le sujet cette fois-ci de notre table ronde, Refonder la protection sociale qu'il a signée avec 2 de ses collègues. Et il va nous interpréter le champ de l'investissement social, qui est un de ses sujets favoris. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation pour participer à cette réflexion collective sur la Sécu demain, au XXIe siècle. Et pour ce faire, je crois que c'est important d'abord de se rappeler l'esprit de la Sécu de 1945, pour se demander si on appliquait l'esprit de 1945 à aujourd'hui, quelle sécurité pour demain serait nécessaire. Tirer un peu des leçons du Covid, certes positives, la Sécu a été présente, mais il y a aussi des difficultés, et je pense que c'est important de les souligner pour essayer de dessiner les contours de la protection sociale de demain. Alors rappelez qu'en 1945, le grand leitmotiv, c'était les jours heureux, mais c'était surtout d'assurer la sécurité du lendemain, c'est-à-dire garantir que, en toutes circonstances, on aurait un revenu. En tout cas, c'était les travailleurs, ceux qui travaillaient. Et il y avait un impensé qui aujourd'hui est délicat, c'est qu'il fallait d'abord avoir travaillé, avoir eu accès à un travail pour pouvoir avoir accès à la sécurité sociale. On l'a pensé dans un contexte d'absence de chômage à partir de la fin des années 40, début des années 50, dans un contexte de modèle où c'est l'homme qui travaille, qui touche un revenu et ses ayants droit, donc son épouse et ses enfants bénéficient de la sécurité sociale, dans un contexte de généralisation du salariat, du CDI. Et dans ce contexte, en 30 ans à peu près, on a réussi à généraliser la sécurité sociale, à faire en sorte que tout le monde ait accès à de la sécurité sociale, c'est-à-dire à un revenu, la prise en charge des frais de santé dans la situation où on ne pouvait plus travailler. Je voudrais rappeler aussi qu'il
Ça faisait l'objet de débats depuis en fait la fin du XIXe siècle, de savoir si ce système, il fallait le rendre obligatoire, s'il fallait que la puissance publique, non pas s'en charge, mais en tout cas le rende obligatoire, comme Bismarck l'avait fait dans les années 1880, et comme on n'arriverait pas à le faire avant véritablement 1945. Et oui, on a fini par conclure que la puissance publique était là pour lutter contre la myopie des individus, pour assurer la solidarité, pour aussi garantir de la redistribution, que tout le monde ait accès à la protection sociale, quelle que soit sa fortune et quel que soit son état de santé, notamment. Et je pense que c'est un esprit qu'il convient de ne pas oublier pour réfléchir à la situation courante. Alors, quels enjeux pour demain? Quels sont les risques pour demain? Les risques à l'époque, c'était ne plus pouvoir travailler de façon temporaire, maladie, chômage ou définitive, l'âge, l'invalidité. Mais aujourd'hui, à quoi sommes-nous confrontés? Bien, au risque climatique d'abord, le réchauffement climatique qui va engendrer de nombreuses transformations de nos vies, des catastrophes que l'on dit naturelles, on sait que les sources ne le sont pas forcément, et donc un risque climatique profond qui nous touche tous. Un risque épidémique, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la première fois, mais pas la dernière, que nous sommes confrontés à la situation présente, et puis un risque technologique avec la transition numérique qui amène, je dirais, au fractionnement du travail. Fractionnement du travail avec le retour du paiement à la tâche, des mini-tâches et surtout la polarisation du marché du travail avec certains, les plus qualifiés, qui s'en tirent plutôt pas mal et qui restent en CDI, etc. Et d'autres qui doivent se contenter des miettes du travail. J'y reviendrai. Face à cela, bien sûr, on a besoin d'assurance. Bien sûr, on a besoin d'être réparé une fois que la tempête a eu lieu dans le sud de la France, une fois qu'il y a eu de la canicule, etc. Mais l'ampleur des événements nous amène à penser quand même qu'il faudrait aussi se préparer pour essayer d'éviter qu'un certain nombre des conséquences les plus fâcheuses de ces événements ne nous tombent dessus. Et donc, pour se préparer, on a besoin d'autres mécanismes que simplement des mécanismes d'assurance qui sont au cœur de la sécurité sociale. Dominique Libault le disait un petit peu tout à l'heure, beaucoup de notre protection sociale, en fait, aujourd'hui, passe par des services. Les services aux autres, pour les personnes âgées dépendantes, les services de soins médicaux. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont aussi à mobiliser pour mieux se préparer, des services de santé publique, des services urbains pour réorganiser nos villes, les logements, pour éviter de se mettre dans des situations à risque. Bref, il est tout à fait nécessaire de mieux anticiper, mieux se préparer pour avoir moins à réparer. C'est un leitmotiv que j'ai mis en avant pour défendre l'investissement social depuis très longtemps. Avant d'y revenir, je voudrais passer donc à quelques leçons du Covid. Bien sûr, vous l'avez dit, tout le monde l'a dit, la Sécu a répondu présent et fort heureusement, et notre sécurité sociale a une capacité de protection tout à fait majeure. Je crois qu'on peut aussi dire qu'on a assisté à des preuves de grand dévouement de la part aussi bien de ceux qui travaillent à la Sécu et de ceux qui travaillent grâce à la Sécu, les professions médicales notamment, de toutes sortes, pas seulement les médecins. Mais on a aussi assisté quand même à une grande impréparation. Et je dirais même, si l'on compare à d'autres pays, à une grande difficulté de se préparer. Une fois qu'on sait qu'il y a un virus, on a du mal à élaborer des tests, à les mettre à disposition. Je crois que le contraste avec l'Allemagne est de ce côté-là assez fort. On assiste aussi à deux choses qui, je crois, sont importantes, ne seront peut-être pas retenues dans ces murs, mais seront retenues manifestement par les Français. Bah oui, il y a de l'argent magique. Je crois qu'il sera très difficile de tenir l'idée, désormais, qu'il n'y a pas d'argent magique, quand on peut sortir des milliers de milliards d'euros en un instant, pour de très bonnes causes. Je pense qu'il sera à l'avenir très difficile d'expliquer qu'il n'y a plus d'argent. Ça sera politiquement sacrément compliqué. Deuxième leçon que je crois tout à fait importante, que les Français ont retenue. Cette polarisation du marché du travail, tout à l'heure j'en parlais, elle consiste à dire en gros qu'il y a de plus en plus de professions bien rémunérées qui sont occupées par des gens fortement qualifiés. Eh bien, ces personnes-là, durant la crise du Covid, elles ont télétravaillé, pour la plupart d'entre elles. Elles ont été protégées, ça n'a pas changé grand-chose dans leur contrat de travail, dans leur situation. Elles ont pu télétravailler.
Beaucoup de gens sont passés au chômage partiel, ont perdu des emplois, et parmi eux, c'est beaucoup des gens qui sont moyennement qualifiés, qui sont dans des industries déclinantes, et dont on sait que les emplois disparaissent peu à peu. Et puis, il y a eu les essentiels. Il y a eu ces personnes dont on ne pouvait pas se passer, qui devaient aller au travail. Et si on regarde un peu leur composition, c'était les services régaliens, police, pompiers, armée, les services logistiques, transport, collecte des déchets et autres, et puis les services aux autres, éducation, santé, services à domicile, soins à domicile, EHPAD, etc. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces essentiels, comme on les a appelés, parfois aussi les premiers de corvée, qu'est-ce qui les caractérise? En tout cas pour les services logistiques et les services aux autres, c'est qu'elles sont, elles, d'abord, c'est 65% des femmes. Elles sont précaires, elles sont très faiblement rémunérées, elles ne sont pas reconnues, en tout cas, au niveau de leur salaire, ni au niveau de leur protection sociale, complémentaire en tout cas, accès à pas de mutuelle ou de mauvaise mutuelle, accès à de la retraite complémentaire. Je crois qu'il est important de tirer des leçons parce que ces fonctions essentielles, eh bien c'est quoi? C'est éduquer, c'est soigner, c'est prendre soin des autres. C'est ce que j'appellerais des métiers d'investissement social. C'est celles qui nous aident à nous préparer à l'avenir en nous prenant en charge au plus jeune âge, en nous apportant les capacités cognitives et non cognitives nécessaires à la réussite plus tard, en nous éduquant, en nous soignant, en nous soutenant, en nous formant. Eh bien, ces métiers d'investissement social, certes, nos amis économistes néoclassiques sont incapables d'en mesurer la productivité collective, mais il est temps d'affirmer, dans un grand service public d'investissement social, que l'utilité collective est tout à fait majeure, elle est essentielle, et donc il s'agit de démultiplier ces emplois et de les financer à la hauteur non seulement des besoins, mais de l'apport de ces métiers. Et je crois ici que autant il paraissait utopique de dire qu'on allait garantir une retraite qui était quasi équivalente au salaire qu'on avait avant. Imaginez ce qu'on aurait pensé dans les années 50 si on disait qu'on allait mettre ça en place, et on l'a mis en place. Je crois que maintenant que je vais appeler un service universel d'investissement social, à savoir une place en crèche pour tout le monde, à savoir une école de la réussite pour tous, à savoir un soutien à tous les jeunes dans toutes les situations, et pas seulement 100 000 garanties jeunes, et pour le reste, demander à papa, maman, à savoir un service public de formation pour tout le monde, à savoir un service public des aidants et des EHPAD, et non pas une assurance, parce que ce dont on a besoin auprès des personnes âgées dépendantes, ce n'est pas d'une assurance, on a besoin de services. Vous allez me dire, c'est utopique, il n'y a pas les moyens, on ne sait pas forcément faire. Eh bien, j'espère que, de même que dans les jours heureux, c'était utopique, la pensée d'un service public universel d'investissement social pourra faire son chemin petit à petit. Les jours heureux, c'est une référence au titre du programme du Conseil national de la résistance qui trace les grandes lignes du projet de sécurité sociale. Alors, petite question venant du public, est-ce que l'on pourrait caricaturer votre propos pour chercher à le ramasser en disant que le 6e risque, ce serait le risque climatique et le 7e risque, le risque numérique? Le temps que vous réfléchissiez pour une réponse de synthèse, Bruno, je me tourne vers Madame Monchamp parce qu'il y a pas mal de questions sur le 5e risque, donc avant le 6e, le 7e ou le 8e, et les questions qui sont posées, c'est, je vais les ramasser en une phrase très simple, c'est est-ce que vous aurez les sous pour le faire? Alors déjà, le PLFSS pour 2021 est assez intéressant puisque, au fond, il dote cette 5e branche d'un périmètre de financement par une réaffectation de fractions de CSG à hauteur de 28 milliards d'euros, plus ce qui va venir de la branche famille. Tout ça, ça finit par faire 31 milliards, ce qui, ma foi, n'est pas si mal pour commencer. La position que je défends et que défend le Conseil de la CNSA que j'ai l'honneur de présider, et qu'il faudrait imaginer des périmètres plus larges, parce qu'avec cette histoire de périmètre, on se rend compte que ce n'est pas simplement des histoires de tuyauterie budgétaire, mais c'est aussi une capacité à agréger, au fond, des capacités de pilotage, d'actions qui aujourd'hui sont disjointes, et qui, quand on les associe, produisent des effets de levier. C'est ainsi, c'était évoqué tout à l'heure, effectivement, que, par exemple, alors là on est hors champ de la protection sociale, mais dans le champ de la politique du logement, on trouve des effets de levier absolument majeurs pour permettre, au fond, de maintenir dans une capacité de vie autonome des personnes qui, sans cela, vont aller chercher des solutions, des réponses institutionnelles qui engagent, au fond,
d'autres nécessités d'investissement et d'autres besoins de financement. Alors après, il y a la pente. Vous savez, la fameuse question de la pente du vieillissement. Nous avons un grand rendez-vous symbolique en 2030. Donc la question est de savoir si la branche sera en pleine possession de ses moyens et totalement opérationnelle pour être capable de décoller, de s'arracher du tarmac et effectivement de permettre cette capacité de financement. Il y a eu d'excellents rapports, et je pense en particulier à celui de Dominique Libaud, qui, quelque part, évalue la hauteur de la marche. Et la hauteur de la marche, nous la connaissons. Alors nous savons aussi les contraintes d'aujourd'hui. Nous savons que parler d'augmentation des prélèvements obligatoires, c'est très mal élevé, là, maintenant, là, tout de suite. Mais si nous sommes capables de fabriquer un modèle désirable, et nous allons y arriver, nous arrivons à sortir de la crise économique que génère la crise sanitaire, alors, avec un modèle désirable, peut-être pourrons-nous demander à nos concitoyens qui veulent vieillir chez eux et qui nous le disent à toutes les études d'opinion que nous faisons, est-ce que vous êtes d'accord pour consentir à un effort approprié, efficient bien sûr, contrôlé, évalué, mais à un effort particulier pour financer cela? Et donc c'est ça au fond. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de maintenant pour le décollage immédiat, si je puis dire, et il y a le grand rendez-vous de 2030. J'ajoute que dans ce besoin de financement, il ne faut pas oublier la nécessaire actualisation de la politique en faveur des personnes en situation de handicap, parce que dans la branche autonomie, dans la 5e branche, il y a 2 cibles à ce stade. Aujourd'hui, on pourra peut-être demain parler des jeunes, parler d'autres publics, mais il y a deux cibles. Les personnes qui avancent en âge et les personnes qui sont en situation de handicap. Et nous avons besoin, là aussi, de reconsidérer les besoins de financement. Donc c'est cette perspective-là, cette trajectoire qui doit s'inscrire dans une pluriannualité, mais avec le consentement de la nation qui doit comprendre et adhérer au projet de modèle que l'on doit dessiner pour elle. Merci beaucoup. Alors, parmi les remarques et questions que je reçois, il y en a beaucoup, puisque je le répète, il y a près d'1 millier de personnes connectées. D'abord, quelqu'un m'indique que Les Jours Heureux, c'est aussi une très bonne chanson de Gérard Lenormand. Et puis, quelqu'un me parle du 8e risque, Bruno, qui serait le risque jeunesse. Alors, est-ce que vous pouvez nous interpréter un petit quelque chose sur ces risques ou branches qui s'accumulent ? Alors, moi j'ai utilisé aujourd'hui le vocabulaire du risque parce qu'on fait la Sécu et qu'elle s'est pensée en risque. Je pense qu'il faut dépasser la pensée en termes de risque. La retraite, c'est plus un risque. À l'époque, c'était le risque d'être trop vieux pour ne plus pouvoir travailler. Ça durait 3 mois, 1 an. Je rappelle que l'espérance de vie, elle était à 65 ans pour les hommes à la fin des années 40 et c'était l'âge de départ à la retraite. C'est plus un risque, c'est une certitude et ça se prépare. La retraite, ça se prépare, on le dit bien. De même, la santé, pas un risque d'être malade. On sait qu'on va tous être malades. On a besoin, par contre, d'un service public de santé. Troisième chose, du côté de la jeunesse, on sait qu'on va être jeune. C'est-à-dire, on sait que ça va durer 10-15 ans. Et pour l'instant, comme on ne s'est pas préparé à ça, c'est de la galère, y compris pour des jeunes issus de familles favorisées. Mais je ne parle pas ici des jeunes les plus en difficulté. Ça se prépare, ça se soutient. De même, la dépendance, c'est 1 sur 2 des octogénaires. Voilà, on sait le calculer. Ce n'est pas un risque au sens quelque chose qui va peut-être arriver. Non, c'est des choses qui sont certaines. À partir de ce moment-là, il faut peut-être ne plus penser en risque et en assurance, et plutôt en services qui vont accompagner ces périodes de la vie. Pourquoi aussi c'est important ? Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de prise en charge, de soins, d'éducation, d'accompagnement, de soutien. C'est quoi ça ? C'est des services. Et continuer à distribuer de l'argent pour se payer des services, d'abord, ça n'est pas très efficace. Il y a beaucoup d'argent qui fuit dans ces tuyaux-là. Et par ailleurs, c'est extrêmement inégalitaire. Je vois tes gros yeux, donc je n'ai pas le temps de développer. Mais si vous voulez, je peux développer. Le fait de passer par de l'argent pour financer des services en libre choix, eh bien, c'est extrêmement inégalitaire. On peut en reparler si vous le souhaitez. Alors, on verra. Si vous le souhaitez, vous votez oui sur Internet. Si vous ne le souhaitez pas, vous votez non. Je te donnerai le résultat. Bon, je passe la parole maintenant à Martin Hirsch, qui lui aussi est à la tête d'une bibliographie copieuse. Je citerai 2 titres, l'un assez récent, mais ce n'est pas le dernier, L'hôpital à cœur ouvert, puisqu'il est à la manœuvre en la matière, et un autre qui est sur la protection sociale, mais qui ne concerne pas que la seule sécurité sociale à la française, qui concerne les normes de protection sociale dans le monde. Donc, il y a quelques années, il a signé un beau Sécu Objectif Monde, le défi universel
universelle de la protection sociale. Et je lui passe la parole pour nous dire ce que sont, de son point de vue, les enjeux de la protection sociale du XXIe siècle. Merci beaucoup Julien, merci Dominique, merci à tous de m'avoir associé à cet anniversaire. Une sécurité sociale qui a dépassé l'âge de la retraite pour 75 ans, qui donc bascule elle-même peut-être dans le 5e risque. Et merci de nous projeter dans le XXIe siècle. Je vais essayer de le faire avec 3-4 idées qui me tiennent à cœur. Alors, premièrement, pour rebondir sur ce qui t'intéressait, Julien, à travers CQ Objectif Monde, effectivement, avoir bien en tête que au moment où la sécurité sociale naît et s'officialise en France entre la fin du 19e et le milieu du 20e siècle, c'est quelques pays riches, principalement européens, et la France n'est pas la première, qui assurent leur sécurité sociale dans les grandes conquêtes sociales de l'époque. Et au début du 21e siècle, la notion de protection sociale se retrouve sur l'ensemble du continent, de manière très différente, mais avec l'exception américaine, dans beaucoup de pays, finalement, des principes qui commencent à se ressembler. Et ça, c'est une différence majeure. Moi, j'avais été impliqué là-dedans après la crise de 2008, où les organisations onusiennes constataient que la crise était mieux amortie dans des pays avec des bons niveaux de protection sociale performante, et donc cherchait à pousser l'idée de socle de protection sociale dans l'ensemble des pays. Et on s'apercevait à ce moment-là que la Chine, en 10 ou 15 ans, a fait ce que la France a fait en 100 ans, en faisant rentrer 800 millions de personnes dans un système d'assurance maladie, fort incomplet, très partiel, etc. On s'apercevait que des pays d'Afrique, comme par exemple le Rwanda, avaient bâti assez rapidement des systèmes d'assurance maladie et d'autres couvertures de risques. Et on est passé d'une époque où on pensait à la fois que la protection sociale était l'apanage des pays riches et des pays ayant atteint un niveau de maturité sociale et économique pour pouvoir s'offrir la sécurité sociale, à l'idée que l'émergence de la protection sociale pouvait aussi accompagner le développement, et que ça pouvait être la condition d'avoir un développement qui soit moins inégalitaire qu'un développement qui commence par se faire sans aucun mécanisme de protection sociale et qui le plaque une fois qu'il a atteint ce niveau-là. Et donc ça c'est important. Et la conséquence pour nous, c'est qu'auparavant, on était quelques-uns dans la classe des pays qui avaient la protection sociale et on pouvait chacun défendre ces quelques particularismes sans qu'il y ait de comparaison de performance. Et on rentre dans un système dans lequel la comparaison de performance peut avoir un sens par rapport à d'autres pays qui peuvent bien concevoir leur système de protection sociale. Le seul moment où on a vu arriver... La protection sociale a souvent été conçue comme une affaire purement domestique. Et on a peu vu d'ailleurs que le moment où elle est sortie de la sphère domestique, c'est le moment où on a intégré l'objectif de 3% de PIB dans les objectifs européens, incluant les dépenses sociales, et que cela conduisait forcément à avoir une rétroaction de nos engagements européens et nos grands engagements sur la manière dont on faisait la protection sociale. Donc première chose, oublier l'idée de quelques pays avec leurs spécificités et rentrer dans la protection sociale pour lequel la comparaison avec les autres pays, la performance est aussi utile que celle qu'on fait dans l'industrie aéronautique. Deuxième idée, pour rebondir notamment sur ce que disait Bruno tout à l'heure sur la naissance de la protection sociale dans un univers où on va vers le plein emploi et où on considère que le travail est à lui seul ce qui permet de vivre, et que par conséquent il suffit d'assurer pour les périodes où le travail n'est plus là ou d'être un peu solidaire de celles et ceux qui n'ont pas le travail ou qui sont trop vieux pour l'avoir. Ce qui fait qu'on a construit, vous le savez par cœur, en France, un système dans lequel le seul lien entre la protection sociale
et le travail est un lien de financement, puisque tout le monde est censé pouvoir travailler et avoir suffisamment d'argent par le travail. On leur prend une petite partie pour assurer à la fois leur propre période où ils ne travaillent pas et aider un peu ceux qui ne peuvent pas travailler. Et le système évolue, le monde du travail évolue, à la fois avec la part du temps de travail dans la vie totale, à la fois avec la part des revenus du travail dans le revenu total, à la fois avec la précarisation du travail, etc., etc. Et à la fois avec le fait que le travail ne protège plus de la pauvreté et qu'on découvre que même dans un pays comme le nôtre, avec une protection forte à la fois du salaire minimum, du droit du travail et de la protection sociale, on compte à peu près autant de pauvres qui travaillent que de pauvres qui ne travaillent pas. Donc tout ça est bousculé et on met beaucoup de temps et on est qu'au balbutiement du moment où on ne fait plus la connexion monde du travail, monde de la protection sociale à travers le financement. On atténue ce lien en ayant la CSG et d'autres modes de financement que la cotisation sociale et on balbutie un peu pour faire en sorte que la protection sociale ne soit plus la compensation des quelques pourcents de la société qui sont privés de travail, mais puisse, dès lors que la protection sociale offre du soutien aux revenus, puisse se combiner avec le revenu du travail. C'est toute l'idée qu'il y a derrière les mécanismes soit d'impôt négatif, soit de prix pour l'emploi, puis de revenus de solidarité active. Vous savez aussi très bien cela. Mais ce n'est pas simplement la question de revoir notre RMI comme on a dû le faire il y a une dizaine d'années, mais bien de comprendre que entre un système qui est uniquement juxtaposé au monde du travail et l'utopie, à mon sens, et à laquelle je n'adhère pas, du revenu universel déconnecté d'une autre manière du monde du travail, je pense qu'au XXIe siècle, il y a un sujet de combinaison entre les deux et d'avoir un système de protection sociale dont on assume que dans beaucoup de ces branches, il apporte de soutien aux revenus, et y compris dans les univers qui ne sont pas stricto sensu dans ce qu'on appelle la sécurité sociale avec les aides au logement, et que d'avoir tous ces systèmes totalement déconnectés les uns des autres, avec des modes de calcul différents, des périodes de référence différentes, des effets de seuil différents, on peut avoir un effet neutralisant sur le travail plutôt qu'un effet aidant, dans un contexte français dont on connaît bien l'un des travers, et celui qui a le plus de mal à pouvoir intégrer les personnes avec une faible productivité, et donc qui préfère les mettre en dehors pour la solidarité, plutôt que de les intégrer en soutenant leurs revenus et leurs revenus de travail pour qu'ils puissent être intégrés. Et ça, on peut considérer que la conception de la sécurité sociale non bougée alors que la société bougeait a eu un effet aggravant au lieu d'avoir un effet aidant. Troisième chose, si je continue là-dessus, l'attachement au principe de protection sociale universelle dans un pays inconditionnel a conduit peut-être, et pardon d'être un peu provocateur, à effectivement, dans ce qu'on appelle la protection sociale purement réparatrice, à considérer qu'il était tabou pour la protection sociale de pouvoir avoir un mot à dire sur les comportements. Si je caricature, on a d'un côté les assurances privées qui ont leur mot à dire sur le comportement et donc vous font signer 20 pages en petits caractères de ce que vous devez faire pour avoir le droit de toucher l'assurance, et qui peut se traduire par des choses assez surprenantes. Par exemple, de découvrir il y a quelques mois qu'un médecin qui a eu le Covid n'a plus le droit d'avoir une assurance pour acheter un appartement, même s'il a été guéri du Covid, bref. Donc on peut voir ce genre de choses. Mais du côté de la protection sociale, de considérer que, alors qu'au point de départ, il y avait ce lien qui avait été établi et qui était légitime, qui disait pas d'allocation familiale s'il n'y a pas de vaccination de l'enfant, qu'on retrouve inspiré dans d'autres pays, Bolsa Familia au Brésil, c'est pas d'allocation familiale si pas de scolarisation des enfants.
Dans notre système, on a considéré que c'était dangereux, tabou, liberticide, inégalitaire. En fait. La conséquence, c'est qu'effectivement, on est dans une logique purement réparatrice et pas dans une logique préventive. Et que cette logique préventive cette absence de logique préventive fait qu'effectivement, on a un système de protection sociale qui court derrière. Si on ne sait pas prévenir la hausse des loyers, il y a quand même les aides au logement qui courent derrière et donc qui viennent juste réparer un dysfonctionnement du marché immobilier et pas avoir son mot à dire, si je puis dire, pour la soutenabilité. Donc on a, je pense, une problématique importante, difficile, complexe, philosophique, éthique, sociale et aussi technique, de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer les comportements des uns et des autres. Je donne une deuxième exception dans laquelle ceci a été fait. Ça a été fait pour les accidents du travail, pour lesquels le taux de cotisation est lié à la manière dont les entreprises. Ça n'a jamais été fait pour le chômage, ce qui commence à émerger comme idée, qui me paraît une idée majeure, mais qu'on peut retrouver pour les comportements des assurés aussi, de faire qu'une entreprise qui abuse du CDD, du licenciement, etc., paye un taux de cotisation différente d'une entreprise qui assure la stabilité, qui réduit le risque. Et donc, le lien entre le risque et la maîtrise du risque et l'assurance du risque a été très mal fait ou même rejeté, et ce qui, à mon avis, affaiblit considérablement notre modèle. Martin, c'est mal élevé, mais pour le quatrième point, si on peut aller un tout petit peu plus vite. D'accord. Quatrième point, c'est notre système à 75 ans a les articulations quand même un peu ankylosées, avec des rigidités majeures. Je vais vous prendre deux exemples. L'un pour rebondir, ça sera le deuxième, sur ce que disait Dominique sur hôpital, médecine de ville et son attaque sur l'hospitalo-centrisme. Et le premier sur la couverture des risques maladies avec le lien avec l'actualité. Quand on découvre qu'un patient qui a le Covid, qui passe 3 semaines en réanimation dans le système dans lequel la prise en charge de l'assurance des dépenses de santé est aussi forte qu'en France, et que moi, hôpital public, je suis censé lui envoyer une facture de 10 000 € parce que, oui, Bruno, même toi, tu ne sais pas ça. Et je peux vous dire que la plupart des responsables ne savaient pas que notre système de tickets modérateurs, etc., fonctionne quand tu as eu un acte chirurgical pour aller vite. Mais si tu as juste pas de bol de la réanimation parce que tu as des poumons encrassés et vidés par le Covid, eh bien, tu dois payer 20% du séjour. Et comme une nuit en réanimation, c'est à peu près 1 000 € la nuit, ça veut dire d'envoyer des factures de 10 000 € à des patients. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue que 75 ans après, on n'ait pas réussi à résoudre ce problème. Alors pourquoi on n'a pas réussi à le résoudre? Pour différentes raisons. L'une d'entre elles étant, et c'est une de mes marottes, de dire que le système de sécurité sociale tel qu'il a été conçu, en tout cas pour l'assurance maladie, avec les complémentaires, a complètement dérivé avec un système dans lequel, au lieu d'avoir un étage plein, comme les pays qui se lancent dans la protection sociale le font et sont donc beaucoup plus performants. Vous allez à l'hôpital, il y a 100% avec une assurance maladie. En France, il y a X% avec l'assurance maladie, Y% avec la complémentaire. Tout est coupé entre l'un et l'autre, avec des complexités administratives folles. Moi, j'ai plus de personnes pour aller chercher, je paye plus de personnes, Marianne le sait, pour aller chercher les droits de mutuelle des gens que de ma sœur kinésithérapeute à la paix. C'est quand même débile. Pour juste. Et par ailleurs, je me retrouve avec des patients. Les patients, je prenais le Covid, un petit bébé de Seine-Saint-Denis dont les parents n'ont pas de mutuelle parce que son père travaille chez Deliveroo et qui a une bronchiolite comme il va y en avoir il y a 15 jours, aura une facture de 3 300 €. Je vous rassure, je ne toucherai pas la facture, je lui enverrai. Et puis, comme il dira qu'il ne peut pas payer parce qu'il ne peut pas mettre 3 mois de salaire pour payer le séjour de son enfant en bronchiolite, ça sera dans mon déficit et je me ferai engueuler. Donc, plutôt que lui l'empêcher de vivre. Mais c'est juste totalement absurde. Et on est un des rares pays à avoir conservé cela, alors qu'on dit partout, bravo, 80% des dépenses prises en charge, etc. Ridicule.
Et dernier mot. Ouais, dernier mot sur ville-hôpital. Quand je parle des rigidités, là aussi, on est un des pays les plus en retard dans l'articulation ville-hôpital. Quand on va dans la plupart des pays du monde maintenant, on ne parle plus d'hôpital. On a des petits centres de santé intégrés où il y a autant de professionnels qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent à la ville et qui travaillent ensemble. Mais le fait qu'on ait maintenu notre système de sous-Ondam ou de financement ou de mode de rémunération lié à l'assurance maladie pour les professionnels et les professionnels de ville et les professionnels d'hôpital crée des barrières qui sont majeures et qui empêchent d'avancer, ce qui fait qu'on avance lentement, on essaye de trouver des trucs qui contournent, etc., mais pas à la hauteur du système de fond, alors même que les professionnels ont complètement changé d'optique par rapport à l'époque où ils faisaient la charte de la médecine libérale en 1920. Ah oui. Quand on prend un jeune professionnel, la question de savoir s'il va veut payer à l'acte ou payer en salaire ne se pose plus du tout dans les mêmes termes que les jeunes de ma génération. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, d'abord, puisque c'est une table ronde prospective, vous avez entendu, entre autres choses, que dans 2 semaines, il y a retour de la bronchiolite. Mais ça, ce n'est pas du fait de la sécurité sociale, c'est la sécurité sociale qui, au contraire, permet de gérer cela au mieux. Et aussi quelques absurdités et rigidités, pour prendre des termes employés par Martin, dans notre système, absurdités et rigidités qu'il s'agira de réduire, au sens culinaire. Je propose de passer la parole immédiatement à Claire Hédon, donc aujourd'hui défenseur des droits. Dans sa bibliographie, j'ai trouvé cela, puisque Claire Hédon a longtemps été journaliste, et on le reste toujours, je crois, La mauvaise bouffe, premier ouvrage que j'ai repéré, et c'est un sujet en soi de protection sociale. Et puis, surtout, par rapport aux thèmes qui vous ont longtemps animé et qui vous animent encore, mais dans 2 institutions différentes, je rappelle, ATD Quart Monde et maintenant cette fonction de défenseur des droits, un ouvrage collectif signé ATD qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ». Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous et je tenais à être là parce que je suis fondamentalement attachée à la sécurité sociale. 2 points qui m'ont attachée à cette sécurité sociale. D'abord, vous dire que moi, j'ai eu comme prof de droit Jean-Jacques Dupéroux et que j'ai trouvé absolument incroyable de nous avoir rendu à ce moment-là où ça me paraissait un sujet assez abscon, la sécurité sociale, de l'avoir rendue très vivante et très incarnée. Et la deuxième chose, c'est que vous l'avez dit, j'ai été journaliste et j'ai animé pendant 14 ans une émission quotidienne sur la santé et où j'ai, m'adressant à un public essentiellement en Afrique, assez vite compris que la difficulté d'accès aux soins était liée à une absence justement de protection sociale. Et j'ai le souvenir de nombreuses émissions, entre autres avec Didier Tabuteau, Martin Hirsch en a fait aussi partir régulièrement et Bruno Palier aussi, mais sur vraiment comment on peut expliquer au grand public l'intérêt de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, où je suis défenseur des droits, c'est aussi un sujet pour nous et qui nous préoccupe, parce que indissociable de l'ensemble de l'accès aux droits, et surtout parce qu'en fait, c'est le premier motif de saisine chez nous. On a en gros un peu plus de 100 000, 103 000 réclamations, et un quart concerne justement la protection sociale et la sécurité sociale. Donc je dirais qu'on est un assez bon observatoire du coup de ce qui ne fonctionne pas. Ça me permet de dire un mot quand même sur le défenseur des droits, qui a plusieurs actions, la lutte contre les discriminations, la protection des droits de l'enfant, la déontologie des forces de sécurité, la protection des lanceurs d'alerte et justement la médiation de services publics. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est sollicité pour des dysfonctionnements justement de services publics et entre autres de la sécurité sociale. Mais avant de vous parler de ce qui ne va pas, de vous dire un mot du à quel point cette sécurité sociale, il faut le dire et le redire, on en bénéficie tous. C'est un système universel et je trouve que c'est important de le rappeler comment chacun de nous en bénéficie. Mais cette universalité, la réalité, c'est qu'elle est un peu mise à mal, elle est fragilisée par des entraves et c'est ces entraves dont je voudrais vous parler. La première qu'on remarque, c'est en fait la dématérialisation, qui est une chance, cette dématérialisation. Pour énormément de personnes, ça simplifie les démarches. Mais il y a une partie de la population qui est en immense difficulté, justement par les démarches sur Internet. On évalue à peu près à 20% de la population. Ce sont aussi bien des personnes qui sont dans des zones blanches ou grises, de personnes qui n'ont pas d'ordinateur, pas d'accès à Internet, et de personnes en grande difficulté de fait de lecture et d'écriture, qui fait que c'est très compliqué de rentrer ces dossiers sur Internet. Et on sent bien, nous, ce qu'on voit dans le Défenseur des droits, c'est que ça devient un obstacle à l'accès à ces droits, cette dématérialisation, et qui me paraît absolument indispensable de maintenir
dans tous ces organismes une présence, un accueil physique qui me paraît la seule solution de résoudre la question d'accès aux droits. La deuxième entrave, et je vais peut-être vous choquer en disant ça, c'est la lutte contre la fraude. Dieu sait si la lutte contre la fraude est absolument indispensable, c'est ça qui donne confiance dans notre système, mais il y a un moment où la lutte contre la fraude, elle empêche d'accéder aux droits. Et je vous assure qu'on le voit très régulièrement sur des demandes de pièces supplémentaires qui ne sont pas mises dans la loi, sur des suspicions de fraude où on dit aux gens, moi j'ai des exemples très précis, alors ça c'est à la fois côté défenseur des droits, mais aussi dans mon passé de président de la télé Carmonde, de situations très concrètes d'un couple à qui on dit mais c'est pas possible que vous viviez avec rien jusqu'à maintenant, vous êtes en train de frauder, non vous n'avez pas le droit à l'allocation adulte handicapé, et c'est Kafka au bout d'un moment, parce qu'on amène quoi comme pièce supplémentaire si on vous dit qu'on ne fraude pas. On a des exemples très réguliers de ce genre de choses, et si on ne réfléchit pas, enfin, la lutte contre la fraude est liée, à mon avis, au non-recours. Et quand on parle du non-recours, on pense toujours à des gens qui ne font pas les démarches pour bénéficier de leurs droits, mais en fait, ils les font. C'est juste qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'obstacles qu'ils y renoncent, et entre autres chez les jeunes. Donc cette lutte contre la fraude, elle est importante. Il faut faire attention qu'elle ne se retourne pas contre les personnes et en empêchant d'accéder aux droits. Il y a une troisième entrave à l'accès aux droits à la sécurité sociale, c'est la complexité des procédures. Vous l'avez évoqué en parlant des méandres, et c'est exactement ça. Il y a un moment où c'est trop compliqué, et où il y avait une enquête qui avait été réalisée en 2017 par le Défenseur des droits, et 12% des personnes disent renoncer et abandonner les démarches à cause de leur complexité. Et puis la dernière entrave, c'est vraiment les délais de réponse qui fragilisent les personnes, et on est assez impressionné de ces temps de réponse, et même si en cette période, par exemple, Covid, on nous a dit mais non, les choses seront faites beaucoup plus rapidement pour certains pour accéder à leurs droits, la réalité c'est qu'on a vu quand même beaucoup traîner pendant très longtemps sans rien, et je vous redis, toujours avec des demandes de pièces supplémentaires qui ne sont pas, toujours justifiées, et surtout que les personnes n'arrivent pas à fournir. Et puis, sur la question de l'universalité, il y a une dernière question, c'est la situation des personnes étrangères, et où là, on est dans une situation à la fois complexe, l'aide médicale d'État qui n'est pas dans la PUMA, on n'est pas dans l'universalité. Les délais pour obtenir l'aide médicale d'État, l'AME, sont aussi des obstacles aux soins. Et évidemment, c'est ça aussi qui provoque des retards dans l'arrivée aux soins et des faits que les plus précaires ont payé un lourd tribut dans cette épidémie. Et donc, toutes ces entraves, toutes ces atteintes à l'accès aux droits, elles portent atteinte à l'universalité, et puis je trouve aussi qu'elles portent atteinte à notre démocratie. Et cette question d'accès aux droits et de tous les droits et de droits interdépendants, à partir du moment où des personnes ont des difficultés à accéder à nos droits, il y a une perte de confiance dans notre démocratie, et je pense qu'on est sur des atteintes à la démocratie, d'où l'importance de faciliter cet accès aux droits. Merci beaucoup pour ce parler vrai sur les méandres et ce parler fondamental sur à quoi sert le système. Alors, je vais tenter de vous poser une question à chacun ou à chacune d'entre vous, sachant que chacun ou chacune pourra aussi répondre à la question des autres, le tout en 30 secondes, chacun, ou 60 secondes, et synthétisant pas mal des questions qui sont arrivées. Tout d'abord, Bruno va être content, il y a pas mal de gens qui ont répondu oui à la question. Bruno, peut-il avoir un petit peu la parole en plus? Mais ce sera une parole courte. Et avec une question qui intéressera tout le monde ici, c'est comment faire pour que les politiques sociales soient davantage en faveur de l'égalité femmes-hommes. On a de la chance parce que là, c'est une tribune qui est parfaitement paritaire. Ce n'est pas forcément toujours le cas, donc là, la question tombe bien. Une question pour Martin Hirsch. Il y en a pas mal qui sont arrivés, dont des petits messages disant « Merci, Monsieur Hirsch », donc je te passerai cela. Une des questions, c'est « À quand une sécurité sociale européenne avant une sécurité sociale monde ?» Il y a pas mal de gens qui sont intervenus sur cette dimension européenne de la protection sociale. Pour Madame Monchamp, question difficile, c'est sur la conciliation des priorités. Comment concilier une priorité pour les personnes âgées et une priorité pour les jeunes ? Beau dilemme, si dilemme il y a. Et pour Claire Hédon, gros sujet. D'abord,
nombre de personnes, et je m'y associe, vous remercie pour avoir cité Jean-Jacques Dupeyroux, disparu cette année. Mais une petite question pour vous, simplissime. Quelle simplification prioritaire? Voilà. Alors, je propose de passer la parole, tic-tac, tic-tac, quel suspense, à Madame Monchamp. Alors, pour des réponses qui doivent être relativement courtes, s'il vous plaît. Alors, homme-femme? Non, vous pouvez faire homme-femme et jeune-vieux. Vous avez le droit à pas mal de choses. Oui, mais c'est ce que je me préparais à faire. J'en prie. Homme-femme, bon, ça sera une réponse à côté, mais peu importe. L'important, c'est de dissiper. Dans le champ de l'âge, il y a un vrai sujet sur la différence entre la situation des femmes et des hommes. Alors, elle se réduit avec l'évolution de l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que notre modèle, et en tout cas le modèle à construire, soit capable de traiter de manière spécifique la situation de nos concitoyennes qui avancent en âge, qui sont en situation de perte d'autonomie, qui ont des revenus extrêmement réduits parce que, évidemment, leur situation économique a évolué, surtout quand elles sont en situation de veuvage, et qui, pour autant, ont des aspirations particulières. Enfin, je veux dire que dans les objectifs de la 5e branche, il faudra évidemment prendre en compte ces spécificités. Ça revient à la question de la personne que j'évoquais tout à l'heure. Sur la question, effectivement, d'aborder les deux sujets, celui de l'âge et celui de, comment dirais-je, de la situation des jeunes dans notre pays, il y a plein d'axes pour évoquer cela. Ces deux sujets ne doivent évidemment pas être antagonistes. Et sur les questions de l'autonomie, on voit bien qu'elles touchent aussi bien à terme la question des jeunes et de l'implication des jeunes dans notre système de sécurité sociale. Si on demandait à un jeune en sortant avenue de Ségur, effectivement, si autonomie, ça veut dire quelque chose pour lui, je pense qu'il aurait des choses à nous dire. Mais au-delà de cela, on voit bien le lien qui existe évidemment entre cet immense réservoir de métiers. Dès lors que nous saurons les rémunérer, les reconnaître et en changer au fond la contribution dans un système qui doit évoluer, un énorme réservoir de capacité, effectivement, à trouver de l'emploi et à établir un lien économique, de soutien, d'aide, d'interaction entre ceux qui doivent bénéficier du service et ceux qui contribuent à l'offrir. Dans cette situation, dans cette idée d'un modèle à transformer, je crois qu'il faut bien identifier à quel point les deux sujets sont associés. Aujourd'hui, les personnes attendent une meilleure réponse du système de protection sociale, mais les personnes, ce sont les bénéficiaires, mais ce sont tout autant les personnels. Et quand on voit au journal de 20h une aide-soignante raconter ce que c'est que son quotidien et ce que ça veut dire d'être coincé dans des temps qui sont insoutenables parce que la dimension de la présence et de la fabrique du modèle ne permet pas effectivement la qualité de la réponse, on voit bien comment il y a une interaction entre les deux. Donc par l'emploi, par la reconnaissance des métiers, sans doute une forme d'équilibre entre les deux réponses. Merci. Bruno. Quelques phrases courtes. Les jeunes seront d'autant plus prêts à cotiser qu'ils auront vu une forme d'État-providence et soutenir quand ils ont été en difficulté. La deuxième chose, c'est ce qu'a raconté Martin Hirsch, c'est juste que notre système de santé n'est pas un service public de santé. Et donc le jour où il deviendra, il n'y aura plus toutes ces méandres, toutes ces complexités, toutes ces recherches de remboursement, etc. Deuxième remarque sur ce qu'a dit Martin, moi je ne suis pas contre effectivement la conditionnalité. Par contre, je m'étonne toujours que ça n'aille que dans un sens, c'est-à-dire pour les bénéficiaires de la protection sociale. Par contre, les bénéficiaires des exonérations de cotisations sociales ou du CUCE, on ne leur a mis aucune condition. Moi, on m'a expliqué, avec de savants termes économiques, qu'on ne pouvait pas imposer ça aux entreprises. Le résultat, c'est quand même 18 milliards de dépenses pour 100 000 emplois créés au maximum, c'est-à-dire 180 000 euros par emploi. Je crois que, Martin, tu pourrais faire de belles choses avec 180 000 euros pour un emploi. Bon, allez, une phrase courte maintenant sur femmes. La liberté et l'égalité. Beaucoup d'explications des difficultés qu'on a, c'est parce qu'on a voulu préserver la liberté des médecins, la liberté de choix du patient, de son assurance, de tout un tas de choses qui a créé des difficultés. Le problème, c'est que c'est une liberté qui, je le disais, est génératrice d'inégalités. Si vous dites « je te donne de l'argent et tu fais ce que tu veux avec pour prendre en charge ta dépendance », eh bien, on sait très bien que suivant le milieu social, vous n'allez pas avoir le même usage de l'argent. De même que si l'on dit « tu choisis ton congé parental »,
On voit bien que les personnes plus éduquées vont chercher à retourner au travail et utiliser les crèches. D'autres vont prendre le congé parental et rester éloignés du marché du travail. C'est une liberté factice tant qu'on ne donne pas à chacun les moyens de cette liberté. Et je crois une fois encore qu'elle passe par des services publics. Dernier point, l'égalité homme-femme. Le problème de notre système, c'est qu'il pense la protection sociale toujours à l'aune d'une carrière complète qui est plutôt réalisée par les hommes. Et que les personnes qui n'ont pas de carrière complète se voient dégréver des droits. Si on est à temps partiel, on a moins de droits, moins de prestations sociales. Si on est avec interruption de carrière, il faut faire des années en plus. Et le résultat, c'est que sur le marché du travail, les femmes touchent 20% de moins en moyenne que les hommes, mais elles touchent 2 droits directs en retraite, 2 fois moins. Alors c'est un peu compensé, mais c'est beaucoup moins. Alors de quoi ont besoin les femmes ? Les femmes, elles ont besoin de moins d'interruptions et de moins de temps partiel. Moins d'interruptions. Bruno avait dit phrases courtes. Il fait des phrases courtes, mais c'est des phrases nombreuses. Alors, voilà. On conclut. C'est que les femmes, elles n'ont pas seulement besoin d'une assurance sociale. Les familles, les parents, ils ont besoin qu'on s'occupe de leurs enfants, qu'on s'occupe des jeunes, qu'on s'occupe des parents dépendants pour pouvoir avoir des carrières complètes. Donc ils ont besoin de services, d'un service universel d'investissement social. Merci. Martin Hiache pour répondre aux attaques scandaleuses de Bruno Palier et sur la sécurité sociale, la sécurité sociale européenne. Non, mais moi, en une phrase, je rejoins Bruno, et c'est pour ça que je citais assurance chômage et précarisation. Quand on parle de lien avec le comportement, ce n'est pas simplement des assurés, mais également de ceux qui font le risque. Donc, je ne pense pas qu'on était en désaccord, et c'est bien de rééquilibrer. Sur l'Europe, si on considère que sécurité sociale européenne, c'est que dans l'espace européen, on ait un bon niveau de protection sociale, on y est déjà. C'est à peu près ce qui caractérise le continent européen, avec quelques variations, mais quand on regarde la notion de revenu minimum, la notion de retraite, la notion d'assurance maladie, on est l'un des espaces le plus homogènes du monde de ce point de vue-là. Si on le dit en mettant, est-ce qu'on met une CNAM européenne, une CNAV européenne, une CNSA européenne, etc. Une APHP européenne. Ça, oui. Non, quand on regarde cela, les systèmes de sécurité sociale sont tellement imbriqués avec d'autres caractéristiques du pays, son lien, sa décentralisation, son organisation administrative, etc., que ça serait, à mon avis, une construction qui aurait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Qu'en revanche, on continue, ce qui s'est fait beaucoup sur l'harmonisation, et que par ailleurs, on s'interroge, si je prends juste les systèmes liés aux différents risques dont on parle dans la sécurité sociale, je pense que le système, par exemple, de surveillance épidémiologique et d'intervention en santé publique pourrait être davantage européanisé, comme on le voit dans la période que l'on vit aujourd'hui, où il y a des choses qui sont là aussi un peu regrettables. Pierre Hédon, alors sur les simplifications. J'ai envie de rebondir sur tout ce qui est prévention. Moi, j'ai le souvenir d'une femme au RSA qui me disait, j'en ai ras-le-bol qu'on me répète qu'il faut manger 6 ou 8 légumes et fruits par jour. Je le sais parfaitement, j'ai parfaitement compris, mais vous faites comment avec ce que j'ai pour me nourrir quand j'ai 2 € par jour pour me nourrir? Donc c'était juste une parenthèse là-dessus. Sur quelle simplification? D'abord, Martin Hirsch l'a dit tout à l'heure, déjà si on demandait les mêmes documents, les mêmes papiers pour l'ensemble et arrêter de réclamer à chaque fois des documents avec des effets de seuil qui sont différents, je pense qu'on pourrait simplifier. Il y a aussi, on sent de fortes inégalités territoriales suivant les départements, les pièces qui sont demandées ne sont pas les mêmes, on en rajoute. Je pense qu'on a une inquiétude à avoir là-dessus sur des inégalités qui se créent. Et pour du coup revenir sur un mot sur les questions de fraude, si on mettait autant d'énergie à lutter contre la fraude fiscale, ce serait très bien. C'était pour compléter vos emplois CICE. Et vous dire que Territoire zéro chômeur de longue durée coûte beaucoup moins cher par emploi que le CICE. Merci beaucoup. Pardon, 1000 fois pardon d'avoir été un petit peu odieux à vous embêter, mais on n'avait qu'1 heure et on a tenu parfaitement 1 heure, donc nous tenons parfaitement le retard du début de cette convention. Je propose que derrière vos écrans, vous les applaudissiez. Donc moi, je peux le faire comme ça. Je ne sais pas si ça s'entend ainsi. Merci à vous. Je pense qu'il faut partir de ce côté-là. Ceci permettra de nettoyer les micros.